Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Je souhaite évoquer la question de la santé. On rapporte qu'en médecine traditionnelle chinoise, le patient consultait régulièrement et payait son médecin tant qu'il était en bonne santé, mais cessait le paiement dès qu'il tombait malade. Les choses étaient sans doute moins simples, mais le mérite de cette anecdote est de montrer que la santé ne saurait être une marchandise, que par contre, la maladie pouvait en être une. Les citoyens ont bien conscience de cette nuance, qui paraît évidente, que l'on considère les soignants ou bien l'industrie pharmaceutique. Voyons d'abord le cas des soignants. Le numerus clausus, fixé par le gouvernement sous la pression des syndicats médicaux, limite le nombre d'étudiants en médecine en considération, dit-on, des besoins de la population. Mais qu'en est-il de ces besoins? On peut s'interroger. On patiente en général 2 heures dans la salle d'attente du généraliste. Ce dernier fait du chiffre, en voyant 4 patients à l'heure, ce qui fait 100 € par heure, 4 000 € par semaine et donc 15 000 € par mois en secteur 1. Quant aux spécialistes, il faut prendre rendez-vous 2 mois à l'avance. Et aux urgences, il faut savoir là aussi rester calme. Pourtant, la population vieillit et ce sont des milliers de migrants malades qui se déversent régulièrement. Cette maladie marchandise maintient les praticiens dans la classe moyenne supérieure, préserve leur vénalité, à l'instar de celle des politiciens, en autorisant toutes sortes de dépassements, ce qui assure ainsi le contrôle très fin des professionnels de santé par le système libéral. Ceux des praticiens qui s'écartent de la ligne, qui ne prescrivent pas ce qui est attendu par le pouvoir, créent ainsi du désordre, vont au-devant de sérieux ennuis. Le Conseil de l'ordre veille. Les médecins, surveillés de près par le marché, sont en effet des pièces essentielles du contrôle social. C'est évident pour les psychiatres, mais concerne l'ensemble des métiers du soin. Le fait que l'on trouve beaucoup de médecins ou de membres de familles de médecins en politique devrait nous faire réfléchir. Mais le cas de l'industrie pharmaceutique est encore plus clair. Les industriels de la chimie fine portent leurs activités vers le médicament, mais aussi vers l'armement bactériologique et chimique, qui utilise les mêmes techniques. Il vaut mieux le savoir. Le Big Pharma, comme on dit, travaille à l'aide du BCG. S'agit-il du vaccin contre la tuberculose, du bacille Calmette-Guérin? Oui, probablement. Mais encore davantage de la grille du Boston Consulting Group, car nous sommes dans l'univers de la marchandise. Le médicament marchandise suit en effet un cycle illustré par une grille mnémonique compréhensible par tous les commerciaux. Je vous montre cette grille. On y distingue 4 cases. Vous avez en abscisse les parts de marché, soit elles sont basses, soit elles sont hautes, et en ordonnée, vous avez la croissance de ces parts de marché, là aussi distinguées, suivant le critère qu'elles sont basses ou qu'elles sont hautes. Ici, dans cette case, qui correspond à un nouveau médicament qu'on vient de lancer, à propos duquel on se pose de nombreuses questions, cette case s'appelle la case Problem Child, c'est-à-dire la case justement de l'inconnu quant à l'avenir. Et juste à côté, vous avez la case The Stars, c'est-à-dire des médicaments phares, ceux qui tirent la locomotive de l'entreprise. Le problème que se posent les industriels du médicament est d'opérer dans les meilleures conditions possibles le passage de cette case à celle-ci. Ceci suppose un gros travail de lobbying auprès des différents élus, suppose de nombreuses visites de commerciaux chez les médecins, dans les établissements hospitaliers, etc.
des publicités de toutes sortes dans les magazines. Ce passage-là est absolument crucial. Il détermine la stratégie de la firme. Il ne faut pas, par exemple, être enquiquiné par les maniaques du principe de précaution. Il ne faut pas trop attendre pour que l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, comme on dit, intervienne. Donc ce passage, de cette case à celle-ci, est absolument stratégique. Mais ensuite, quand on est dans la situation où le médicament, le nouveau médicament est installé, il va petit à petit, tout en gardant une haute part de marché, perdre la croissance de cette part de marché. Il va saturer sa niche et donc devenir un médicament, disons, au long cours, qui va pendant des années et des années être vendu, être prescrit, etc. Mais à un moment ou à un autre, on va désirer lancer une nouvelle molécule. Ce médicament pourrait être d'ailleurs un excellent médicament, efficace et bon marché. Mais l'arrivée de la nouvelle molécule, de cette turbomolécule qui va détrôner tout ce qui existe, va faire que ce médicament va être retiré du marché après être passé dans la case des DOGS, c'est-à-dire des médicaments qui occupent une part de marché réduite et n'ont pas de perspective de croissance importante. La nouveauté vient gommer l'ancien. Alors, les commerciaux connaissent bien cette grille. Et ce qui est central, effectivement, dans la stratégie de l'entreprise pharmaceutique, c'est le cycle de vie du médicament. L'innovation, le vedettariat, la vache à lait qui rapporte de l'argent, des dollars ou des euros, et puis ensuite la fin de vie après une période d'extinction et d'éviction du marché. Si les commerciaux connaissent par cœur cette grille, tous les visiteurs médicaux bien sûr l'ont dans leur cartable, les dirigeants de la firme, eux, utilisent les logiciels d'analyse multifactorielle. Chaque médicament est analysé avec un grand nombre de paramètres. Mais l'ensemble de ces paramètres est amené sous forme de projection dans la fameuse grille à 4 cases du BCG. Donc, nous sommes dans l'univers de la marchandise et cette marchandisation du médicament a un certain nombre de conséquences dont certaines sont très funestes. Par exemple, on ne voit pas comment une démarche pourrait être entreprise par un quelconque industriel en direction de populations non solvables. Ce qui fait que des maladies ne sont pas prises en charge par l'industrie du médicament, parce que ce sont des maladies considérées comme sans intérêt par le milieu financier. Il y a d'autres problèmes qui se posent également du fait que, après tout, ce qui compte, c'est avant tout de faire du cash. La saccharine, par exemple, est l'objet de débats quant à son innocuité. Les industriels de l'alimentation hésitent à l'utiliser. Par contre, cette saccharine est largement utilisée dans les médicaments. C'est un édulcorant courant. Il est vrai qu'en son temps, le président Roosevelt pouvait déclarer « Celui qui pense que la saccharine est dangereuse est un idiot ». On voit là un exemple de l'infaillibilité bien connue des élus. On trouve aujourd'hui bien des additifs à risque, tels par exemple l'aluminium, dans des préparations injectables. C'est un exemple. Mais il faut savoir que l'éthique du monde des libéraux repose sur cette devise très simple: faire une bonne affaire et une bonne action. La bonne affaire, on vient d'en parler. Mais la bonne action, aujourd'hui, quelle est-elle? Eh bien, c'est de sauver la planète. Et l'humain est en surnombre dans cette perspective. 7 milliards, vous imaginez? Aux citoyens de méditer tout ça. Je vous remercie.